que je tiens à dire un peu pour commencer, c'est que ce que je vous raconte, je ne le tiens pas tant de livres de philosophie que de ce que j'ai vécu comme bénévole au chevet des patients et dans les échanges avec les équipes. Donc même si ça passe par quelques noms de philosophes, j'espère que chacun de vous y trouvera un écho de sa propre expérience. Pour commencer, je vais vous proposer qu'on fasse une petite expérience en commun. Sur la diapo suivante, je vais vous montrer un tableau. Je vais vous poser une question et je vais vous demander d'y répondre le plus spontanément possible. Voilà, c'est pour créer un peu une ambiance commune et puis pour continuer à réfléchir ensemble après. Ces deux personnages, est-ce que vous les voyez spontanément plutôt du côté de la vie ou plutôt du côté de la mort? Bon, il y en a un qui a parlé plus fort que les autres, mais la rumeur, elle disait plutôt du côté de la mort. Alors pourquoi? Ceux qui ont dit plutôt du côté de la mort, qu'est-ce qui dans le tableau, on va faire de la description très objective là. Quels sont les éléments du tableau qui vous ont fait dire plutôt du côté de la mort? C'est sombre, j'entends ça, c'est ça? C'est sombre, c'est noir. Et alors pourquoi est-ce que le sombre et le noir, ça nous fait penser à la mort? J'entends pas. J'entends qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose. C'est les ténèbres. Pourquoi la mort, c'est les ténèbres? Ouais, c'est ça. Mais je pense c'est peut-être parce qu'on n'en sait rien. Et comme on ne sait pas, du coup, c'est sombre. Alors, c'est culturel, et pourquoi c'est culturel? Parce que pour le deuil, on s'habille en noir dans nos contrées. Dans nos contrées, c'est-à-dire en France, en Europe, plutôt en Occident. Donc le noir, c'est ça, c'est la tenue du deuil. Accessoirement, j'espère que toutes les personnes dans la salle qui portent du noir, dont moi, ne se sentent pas être plutôt du côté de la mort. Mais vous avez tout à fait raison de dire que c'est culturel. J'ai fait le même petit jeu avec des étudiants qui venaient d'Afrique subsaharienne, d'Inde et de 3 pays d'Asie. Eux, quand les Européens ont dit la mort parce que c'est noir, ils nous ont regardé avec des grands yeux. On a expliqué le côté culturel, ils ont dit oui, dans plusieurs de leurs pays, la couleur du deuil, c'est le blanc. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça l'exercice. Là, vous voyez, on a des réactions spontanées, on peut décrypter. Il y a des éléments qui sont culturels. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le tableau qui vous a fait dire qu'ils sont plutôt du côté de la mort? Alors, il y en a un qui a un peu une tête de squelette, c'est celui-ci, et notamment vous dites à cause des orbites, c'est-à-dire effectivement on ne voit pas les yeux, on a l'impression qu'il n'y a plus Dieu, et du coup ça fait squelette, du coup ça fait du côté de la mort. D'autres choses? On a l'impression que celui-ci justement il est alité. Alors oui, j'espère juste qu'à chaque fois que vous alitez, vous ne vous sentez pas mourant. Mais vous voyez, c'est ça, c'est décryptage de nos associations d'idées. Hein. Ah oui, tout à fait. D'autres choses du côté de la mort? La laideur du visage. Alors ça, c'est subjectif, laideur. Mais... Non, mais c'est... Alors, dites... Et puis, vous voulez dire que la mort, c'est laid? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? La représentation, peut-être, de la mort, peut-être la laideur. Alors, mais pourquoi laideur? La maigreur, bon. Peut-être les marques de la souffrance. Les marques, c'est-à-dire? Il faut un peu? Penser à des sorcières. Alors, penser à des sorcières. Alors là aussi, il faut me le décrypter. Hein. Les mortifères. Mortifère, ça veut dire qu'il provoque la mort. Ouais. On dirait. Oui. C'est vrai, On ne peut pas dire qu'ils sont charmants. Ah bon, vous ne les trouvez pas charmants? Ouais, mais ça, franchement. Alors, ok, mais je suis désolée, ça c'est subjectif. Ou alors vous me dites pourquoi vous ne les trouvez pas charmants, mais. Parce qu'elle n'a pas son dentier. Elle n'a pas son dentier, donc déjà c'est une femme, ok, peut-être.
Et puis, j'ai entendu un truc. Elle sourit. Elle ne le regarde pas. Alors, elle sourit. Qu'est-ce que c'est un sourire? Je pense que vous parlez de ce personnage-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est un sourire? C'est quoi un sourire? Quart de tour. Un quart de tour. Dans l'autre sens. Une expression du visage. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Alors, non, là vous êtes aussi dans... on est déjà dans du jugement de valeur, mais une expression du visage, mais une expression du visage qui traduit une émotion. Autrement dit, et une émotion, ça vient comment? Ouais, quand on est vivant, on va y venir. Ouais, c'est sûr, ouais. Vous voyez, alors là, je vous fais une petite parenthèse. Vous savez ce que c'est le job d'un philosophe? C'est de poser des questions. Ça, c'est vrai, mais c'est aussi de parler de choses tellement évidentes qu'on ne les voit plus, qu'on ne sait plus mettre de mots dessus. Donc, un des jobs du philosophe, c'est d'essayer de remettre des mots sur des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne sait plus les dire. Donc, c'est quoi? Donc, un sourire, mais vous le faites, hein, vous faites le boulot, quoi. Donc, c'est l'expression d'une émotion, mais qu'est-ce qui vient susciter des émotions? En fait, c'est en réaction à quelque chose qui se passe, soit en nous, soit autour de nous. Et réagir face à quelque chose qui se passe en soi ou autour de soi, ça peut être une des définitions élémentaires de la vie. Oui, non, vous me suivez? Donc effectivement, ce personnage-là, quand bien même certains parmi vous le trouvent très laid, son sourire, qui est donc l'expression d'une émotion, qui est une réaction à quelque chose qui se passe dans son environnement, nous témoigne que le personnage est bien vivant. Et du coup, quand on a vu que celui-là, c'est manifeste qu'il est en train de sourire, mais du coup, quand on regarde celui-ci, on peut faire une hypothèse, on n'est pas sûr, mais il y a la commissure de la lèvre qui se relève, peut-être qu'il est en train de sourire aussi. Et alors donc, réaction face à quelque chose qui se passe dans leur environnement. Ils ont tous les deux exactement le même geste qui pointe quelque chose. Et on voit du coup que leur regard est orienté vers quelque chose que nous on ne voit pas, mais qui les fait marrer. Moi, à chaque fois que je vois ce tableau, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder qui les fait marrer? Et donc vous voyez, du coup, celui-là dont on a dit il fait squelette parce qu'on ne voit pas ses yeux, alors de fait, peut-être qu'il n'a pas d'yeux, mais il a un regard, paradoxalement. C'est-à-dire que tout son être, même son être courbé, recroquevillé, est orienté vers ce quelque chose qu'ils sont tous les deux à regarder. Et puis, bon, là je vais extrapoler un petit peu, hein, mais le fait qu'ils fassent exactement le même geste. Vous savez, aujourd'hui, on a les théories des neurones miroirs sur l'empathie, là. Et on dit qu'une des manifestations de l'empathie, c'est quand deux personnes qui sont en interaction se mettent à prendre la même posture. Bon, là j'extrapole, hein, mais peut-être qu'ils ne sont pas seulement tous les deux en interaction avec leur environnement, mais ils sont aussi en interaction, en connexion peut-être l'un avec l'autre. Et là, ça nous met aussi clairement du côté de la vie. Encore un indice du côté de la vie? L'alimentation. L'alimentation. Donc il y a quelque chose qui se joue là autour d'une assiette ou d'un bol et de la cuillère. Et vous savez bien, et notamment en soins palliatifs, vous savez bien que tout ce qui est lié à l'alimentation est vraiment profondément symbolique du lien à la vie. Je ne fais pas de dessin. Je suppose que tout le monde parmi vous a eu des histoires du genre ce monsieur qui est là depuis presque 3 semaines, dont la famille vient très régulièrement, et notamment le lien avec la famille se passe à travers le fait que la famille cuisine pour lui.
des plats un peu de, je ne sais plus de quel pays ils étaient originaires, mais enfin des plats familiaux, des plats assez culturels. Enfin. Et puis vient le jour où le patient a un risque de fausse route. Et là, dans l'équipe, on s'inquiète, parce que comment on va transmettre à la famille que ça ne va plus être possible qu'ils viennent cuisiner et nourrir le patient. Donc le matin, parce qu'ils viennent tous les jours, l'épouse et puis 2 filles au moins viennent tous les jours. Le matin, il y a le médecin et une infirmière qui les attendent. Et le médecin explique, voilà, il risque de fausse route, il risque d'avaler de travers, il risque de s'étouffer, tout ça. Et alors, grand étonnement, la maman et les 2 filles disent, oui, on a bien compris, docteur, puis en fait, on sait bien qu'il repartira plus d'ici, on sait qu'il va mourir. Le médecin et l'infirmière sont super soulagés, voilà, tout s'est bien passé, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça passe crème, c'est qu'elle le dire avec la famille. 1 heure après, l'infirmière passe dans la chambre. Que croyez-vous qu'il arriva? Mais oui, la famille est en train de lui donner à manger. Et c'est pas pour le faire mourir, évidemment. C'est juste que rationnellement, ils ont bien compris. Tripalement, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est aussi à vif tout ce qui touche autour de la nourriture, de l'alimentation et de plus pouvoir. C'est profondément archaïque. Et c'est quoi le archaïque là? C'est l'expérience du nourrisson, c'est-à-dire le nourrisson, s'il n'est pas alimenté par quelqu'un, il meurt. Vous voyez, c'est évident, c'est encore des évidences. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qui peut se rejouer dans la maladie et a fortiori en fin de vie? C'est que pour les proches et pour les soignants aussi, ça arrive, hein. Enfin, toutes les discussions autour aussi de l'alimentation artificielle, enfin, ça vient aussi rejouer ça. Qu'est-ce qui se joue? Quelle est la crainte de fond, là pour, quand je dis tripalement, c'est pas possible, quelle est la crainte de fond pour son épouse et ses filles? Si on ne le nourrit plus, il va mourir, mais elles viennent de dire, on sait très bien qu'il va mourir bientôt. Oui, mais c'est quel lien qui est... La perte. Alors, il y a la crainte de la perte, mais du coup, pour la mère et les filles... Mais la peur, elle porte sur quoi? Qu'il meurt de faim. Ne pas avoir porté assistance, ne pas avoir aidé. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur d'abandonner le proche. Et inconsciemment, la peur, si on abandonne le proche, qu'il meurt à cause de nous. Oui, c'est ça qui se joue inconsciemment. C'est lourd de culpabilité, tout ça. Mais ça ne se joue pas au niveau de la rationalité. Je pense que c'est pour ça que c'est... Enfin, vous voyez tout ce qui peut être à la fois source de joie autour de l'alimentation et source de tension. Il y a vraiment quelque chose qui se joue du lien profond et puis aussi de cette peur de l'abandon. Donc finalement, ils sont plutôt du côté de la vie ou plutôt du côté de la mort? Ouais. Et d'ailleurs, le titre du tableau vous le prouve, c'est un tableau de Goya qui s'intitule « Deux vieux mangeant une soupe ». Donc ils sont bien vivants. Je fais une dernière petite parenthèse à propos de ce tableau. Ah bah non, attendez, qu'est-ce qu'on vient de faire avant la parenthèse? Qu'est-ce qu'on vient de faire en regardant ce tableau? On l'a décortiqué, on l'a analysé, et puis qu'est-ce qui nous est arrivé? On a modifié notre jugement, exactement. C'est-à-dire, bon, j'ai un peu forcé le trait parce que je vous ai demandé d'avoir une réaction spontanée. Donc on est passé en fait d'une réaction spontanée, alors la rumeur a dit, bon, ils sont plutôt du côté de la mort, à un deuxième avis, ils sont plutôt du côté de la vie. Ce deuxième avis, il est lié au fait que, comme vous dites, on a décortiqué le tableau. Donc on est parti, comment ça s'appelle un premier avis spontané? Un préjugé. Vous voyez l'étymologie de préjugé, pré ça veut dire avant,
Et jugement en latin, ça veut dire réflexion en fait. Donc, c'est un avis spontané, c'est un avis qu'on se fait avant de réfléchir. Et puis notre deuxième avis, là, ils sont plutôt du côté de la vie. On va dire que c'est quoi? C'est un avis plus mûri, plus réfléchi, quelque chose comme ça. Bon. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire en fait à propos de la notion de vulnérabilité. Deux petites parenthèses. La première parenthèse, c'est que cette expérience qu'on a faite là, et au fond, on est passé d'un premier regard à un deuxième regard. Pour moi, je dis souvent, c'est un peu le fondement de la réflexion éthique. L'éthique, c'est pas mettre des labels, ou pas faire suivre des protocoles en cochant des cases. L'éthique, c'est se mettre dans une attitude de réflexion qui va produire des déplacements intérieurs, ou des déplacements personnels ou en équipe. Donc là, on vient de faire un petit exercice qui rappelle en fait ce qu'est la dynamique éthique. Ça, c'est la première parenthèse. Et la deuxième parenthèse, c'est quoi? Ah oui, c'est que ce qu'on vient de dire à propos d'un tableau. Ok, là, on est tranquille dans une salle qui est chauffée, on vient de manger, on est tranquille. Mais dans la réalité, si vous êtes auprès de résidents, d'EHPAD ou de patients, et si ces résidents ou ces patients, vous les considérez comme étant plutôt du côté de la mort, plutôt du côté de la vie, vous n'allez pas vous entrer en relation avec eux de la même façon. Donc, notre petit jeu là à propos d'un tableau, c'est pas juste, c'est pas purement esthétique, quoi. J'avais été très marquée il y a longtemps, j'avais fait un stage comme aide-soignante dans une maison de retraite dans une petite ville du sud. Et c'était des équipes qui n'étaient pas du tout sensibilisées et même pas formées aux soins palliatifs. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que justement, les équipes ne savaient pas comment se comporter quand il y avait une personne en fin de vie, un résident en fin de vie. Il y avait une crainte, quoi. Et ça se manifestait par le fait, par exemple, les soignants ne frappaient plus à la porte et ne s'adressaient plus à la personne, c'est-à-dire comme si elle était déjà morte, alors que la personne était tout à fait consciente. Enfin. Et puis un truc qui m'avait beaucoup marqué, mais symboliquement, c'est que les volets de la chambre n'étaient plus levés. Vous voyez le truc, c'est comme si le tombeau était déjà fait. Ça m'avait scotché. Non, ça vous scotche pas. C'était l'hiver, hein, on n'était pas en grand soleil. Hein. Vous voyez, ce qu'on vient de faire autour d'un tableau, en fait, dans la réalité, ça a tout à fait des conséquences. Si une personne, je me dis, bon, plutôt du côté de la mort, de façon, plus rien à en tirer, entre guillemets. Ou si la même personne, je me dis, bah, elle est encore du côté de la vie, ben, on ne va pas entrer en relation de la même façon. Alors, allons-y. Oui, bon, ça, je viens de le dire. Okay. La relation de soin, au premier regard, c'est-à-dire, vous entrez, mettons, vous entrez dans un hôpital, là vous êtes dans un grand couloir, tout ça, il y a une porte entrouverte. Si vous jetez un coup d'œil par la porte, le plus souvent, qu'est-ce qu'on va voir? Le plus souvent, on va voir une personne debout et une personne assise ou alitée. Donc, si je le fais avec les mains, ça fait ça. Une personne comme ça, une personne comme ça. Bon. Et si on décline un peu, donc il y a une personne debout, une personne couchée, la personne qui est debout, en général, elle a quelque chose qui lui donne une certaine prestance, hein, une blouse blanche. L'autre, il peut être dénudé, ou bien il va être dans un truc un peu informe, ou bien il va être dans un truc, les trucs cul nus, là, les casaques, il paraît que ça existe encore. Et celui qui est en blouse blanche, là, debout, souvent, il ou elle est doté d'un instrument, d'un objet. Oui, non. Oui, alors là, les docteurs, là, j'entends stéthoscope, l'infirmière, elle entre aussi avec des choses dans les mains. L'autre, il a les mains nues. Et là, vous savez déjà, il y a un truc qui se joue. Qu'est-ce que c'est un instrument? C'est un objet qui a un pouvoir d'action, qui a un pouvoir d'efficacité. Donc très bien, hein, si vous entrez avec le stéthoscope, c'est pour examiner. Si vous entrez avec une seringue, c'est pour
soulager, etc., etc. Mais pour la personne qui a les mains nues en face, tout objet est potentiellement menaçant. Justement parce que dans les mains, celui qui est debout, etc., il a un pouvoir. Et regardez, je pense que tout le monde face à un enfant, tout le monde explique, le docteur explique le stéthoscope. Ça ne va pas te faire de mal, voilà ce que je vais faire avec, etc. Face à un adulte, on explique moins. Alors que la menace, je pense qu'on l'a, enfin en tout cas moi qui ne suis pas soignante, je sais que j'ai intériorisé la menace par l'objet. Donc même si vous avez entre les mains un objet qui est là pour le bien du patient, en fait cet objet il peut être ressenti comme menaçant. Bon, et puis après on peut continuer à décliner. Celui qui est debout en blouse blanche avec un instrument, il est aussi doté d'un savoir, connaissance, alors que la personne en face, elle est dans une demande, dans un besoin, dans une plainte, dans un appel. Celui qui est debout, etc., etc., il est doté d'un savoir-faire, il sait faire la prise de sang, il sait faire... voilà, il a des compétences. Alors que l'autre, on lui demande quoi? De se laisser faire. Et puis, au final, on peut dire que celui qui est debout avec un pouvoir, avec des compétences, un savoir et des compétences, il a aussi justement un pouvoir. Et le mot pouvoir, il se décline avec deux facettes. Il y a le pouvoir de faire quelque chose, et justement le pouvoir d'agir pour soulager le patient, pour le bien du patient, mais un pouvoir de peut devenir rapidement un pouvoir sur une forme de domination. Et l'autre en face, celui qui est appelé à se laisser faire, etc., du coup il est vraiment en situation de vulnérabilité. Donc vous voyez, ça c'est la relation de soin au premier regard. Donc de la même façon qu'on a eu un regard spontané sur le tableau tout à l'heure, là on a un regard spontané sur la relation de soin, et ce que je vous propose c'est de passer à un deuxième regard sur la relation de soin. Vous me suivez encore? Oui. Donc, au premier regard, la vulnérabilité dans la relation de soins, clairement, elle est du côté du patient. Et c'est pour ça qu'il existe des soignants, des bénévoles d'accompagnement. Et c'est ce qui fait la dissymétrie, ou l'asymétrie de la relation de soins. Pourtant, et là on va rentrer dans la bascule, la vulnérabilité, elle fait partie de la condition humaine. Vous et moi qui avons l'air à peu près bien portants, premier regard, pourtant nous sommes vulnérables. Et c'est ça que je vais explorer maintenant. Être vulnérable, étymologiquement, ça veut dire être exposé à la blessure. Donc ça vient d'un mot latin, vulnus, la blessure. Donc, vulnérabilité, c'est être susceptible d'être blessé, atteint, affecté, touché. Alors évidemment au niveau physique, mais pas seulement. Aussi au niveau affectif, moral, émotionnel, intellectuel. Alors, je ne sais pas, j'aurais dû faire un petit sondage, j'aurais dû commencer comme ça. Pour vous, le mot vulnérabilité, il est connoté comment? C'est un mot plutôt jovial ou plutôt péjoratif ou plutôt péjoratif? Négatif. Négatif, quoi. Ouais, négatif. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'aime pas se reconnaître vulnérable, en fait. On y résiste. Ouais. Alors que être vulnérable, en fait, c'est pas être fragile. C'est quoi la différence? Alors, la fragilité, les dictionnaires nous disent que c'est inhérent à quelque chose, ça fait partie de quelque chose, c'est intérieur. Par exemple, un vase fragile, c'est un vase dont la composition elle-même fait qu'il risque de se briser avec peu de choses. Donc c'est intérieur, la fragilité. La vulnérabilité, avec l'étymologie, être exposé à quelque chose, mais du coup la vulnérabilité, elle dit quelque chose de relationnel. Être vulnérable, c'est être en relation avec quelque chose ou quelqu'un.
Donc c'est pas la même dynamique. Et ce que je voudrais tenter de dire ce soir, c'est que la vulnérabilité, c'est pas simplement quelque chose qu'on subit, mais c'est quelque chose, c'est une expérience, c'est une expérience qui nous rend capables, peut-être, de relations plus ajustées, notamment dans l'accompagnement ou le soin. C'est un peu mon hypothèse et mon pari de ce soir. Alors si, quand même, je suis en train de vous dire on est tous vulnérables et c'est pas grave. Je suis en train de vous dire on est tous vulnérables et c'est pas négatif. Mais ça veut dire quoi on est tous vulnérables en tant qu'être humain? À quoi est-ce qu'on est exposé juste du fait d'être un être humain? Tout simplement, là aussi je vais faire la philosophe, c'est-à-dire je vais dire une série d'évidences. Nous sommes exposés à nos propres limites. Et d'ailleurs, c'est ce que les philosophes appellent la finitude humaine. On n'est pas infini, on n'est pas des êtres infinis. Alors, c'est quoi nos limites? Alors, il y a évidence, série d'évidences. Il y a nos limites physiques, qui sont à la fois des limites liées à l'espace et au temps. C'est quoi nos limites physiques dans l'espace? Comment on en fait l'expérience? Le froid, le chaud, on est exposé aux températures, ouais. Là, c'est des trucs tout bêtes, on ne peut pas être à deux endroits à la fois. C'est une évidence. Là, vous êtes en train de vous dire, j'ai fait des centaines de kilomètres pour entendre dire ça. Et bien justement, vous voyez, à la fois, peut-être parmi vous, il y en a qui sont très contents d'être ici, et peut-être à la fois, vous vous dites, ouais, mais en même temps, j'avais des potes qui faisaient un super concert ce soir, j'aurais bien aimé y aller, etc. Donc vous voyez, nous savons très bien, là aussi, rationnellement, que nous ne pouvons pas être à deux endroits à la fois, mais en fait, ça nous arrive à plein de moments de nous dire que on aimerait bien à la fois être ici, à la fois être ailleurs. Non? Donc, il y a ce qu'on sait, et puis il y a ce qu'on souhaite, ou ce qu'on rêve, voilà. Exemple de limite physique. Spatiale. Limite physique temporelle, dans le même registre. Je ne peux pas aller dans le passé. C'est clair? Et en même temps, qui d'entre nous ne s'est pas surpris à se dire « Ah ouais, non mais cette dispute que j'ai eue là, il y a 3 jours, si je pouvais retourner il y a 3 jours, je ne dirais pas les mêmes choses, ça ne se passerait pas comme ça. » Donc là aussi, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire, mais on ressasse. Ou alors il y a la nostalgie. « Ah oui, mais c'était mieux avant. » Donc on a une partie de notre esprit qui fait comme si on pouvait retourner dans le passé. Pareil pour le futur, hein, on sait très bien qu'on ne peut pas être dans 10 ans, mais on se l'imagine. Bon, très bien. Limite de nos facultés rationnelles, la connaissance, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas tout savoir. Vous le savez, je le sais. Et pourtant, là encore, qui d'entre nous ne s'est pas comporté dans certaines circonstances comme s'il savait? Moi, comme prof, ça m'arrive, hein. En même temps, je fais partie de ceux qui savent dire « je ne sais pas ». Mais des fois, quand on est pris dans un débat un peu vif, moi, ça m'arrive de faire comme si je savais des trucs. Ça vous arrive jamais? La volonté. Alors, la volonté, c'est autre chose. C'est que peut-être je sais ce que je veux, mais je ne peux pas toujours ce que je veux. Ma volonté, elle éprouve aussi ses limites. La mémoire, je ne fais pas de dessin. L'imagination, il y en a qui disent que notre imagination est infinie. Bah oui, mais non, parce que ce qu'on imagine, on l'imagine toujours à partir de choses qu'on connaît déjà. Quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup la science-fiction, j'étais passionnée par les extraterrestres. C'était la sortie de Star Wars, tout ça, machin. Et je lisais de la science-fiction. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les descriptions des extraterrestres. Mais j'étais toujours déçue parce qu'ils avaient toujours quelque chose en commun avec un être vivant connu. Et moi, je voulais imaginer un extraterrestre qui n'ait rien en commun. C'est pas possible. Bref, à travers tous ces exemples élémentaires,
qu'est-ce qu'on peut conclure? Que être exposé à nos propres limites, c'est faire l'expérience que nous ne sommes pas tout puissants, alors que nous avons régulièrement la tendance à nous croire tout puissants, ou la tentation de nous penser tout puissants. Et peut-être que notre première expérience de vulnérabilité, c'est d'être exposé, alors là je vais marcher un peu sur le terrain des psys, mais je ne vais pas y rester très longtemps, c'est peut-être d'être exposé à une blessure narcissique. Cette expérience de ne pas être tout puissant, alors qu'il y a plein de choses en nous qui tendent à l'être. Voilà, à partir de là, une définition que je donne de la vulnérabilité commune à tous, c'est d'être exposé à notre non-toute-puissance. On va voir ce que ça devient. Bon, après, je vais aller plus vite. C'est quoi être vulnérable dans le commun de l'existence? C'est être exposé à des événements, c'est-à-dire à ce qui arrive et qu'on n'a pas prévu. Et puis, c'est aussi être exposé à autrui. Et ça, c'est en particulier quelque chose qui se joue dans la relation de soins. Et je vais en dire 2 mots. Et c'est là où je fais basculer la vulnérabilité, pas simplement du côté de quelque chose qu'on subit, mais d'une capacité. La dimension relationnelle de la vulnérabilité, au fond, est-ce que c'est pas notre capacité à être affecté par autrui? Être affecté, je le prends dans un sens très large. C'est juste être transformé par une rencontre. Être affecté, ça a peut-être une connotation émotionnelle, mais on peut être transformé par la rencontre de quelqu'un intellectuellement parce qu'on a appris quelque chose, on a été surpris. J'ai été très marquée par une amie qui a longtemps été médecin en soins palliatifs qui disait, là aussi quelque chose de très simple, elle disait « Je ne sors jamais de la chambre d'un patient comme j'y suis entrée. » Voilà, moi je le dis avec d'autres mots. C'est la capacité à être affecté par autrui, à le reconnaître. Il s'est passé quelque chose, ce patient m'a parlé, m'a informé, ça peut être de l'ordre d'une information, ou ça peut être juste ce patient était crispé de douleur et moi qui voulais lui parler de quelque chose de très sérieux, je ressors en allant chercher quelque chose pour le soulager. Enfin, voilà, c'est toute cette gamme-là. Donc la capacité à être affecté par autrui, par ses épreuves, par sa détresse, par sa souffrance, mais peut-être tout simplement par l'existence même de quelqu'un. Au fond, c'est une façon de dire que n'importe quelle rencontre, qu'elle soit agréable, désagréable, professionnelle, prévue, par surprise, nous transforme, sans que nous en ayons forcément conscience. Mais c'est faire ce pari-là, ça fait partie de l'existence humaine. Et il y a un philosophe français contemporain qui s'appelle Emmanuel Lévinas, dont vous avez peut-être entendu parler par mes collègues qui sont venus avant moi ici. Lévinas, en fait, c'est là qu'il voit les fondements de ce qu'il appelle l'éthique, ou la responsabilité éthique. C'est à partir du moment où je me laisse transformer par l'existence de n'importe qui, d'autrui, de n'importe quel autre. Alors maintenant, à partir de là, je vous propose de faire un pas de plus et je fais ce pari que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité, comme bien portant, comme soignant, comme accompagnant, peut-être que ça peut être une vertu. Alors vertu, il va falloir que j'explique comment j'entends vertu. Bon, ça, je viens de le dire, je crois. Ah oui, non, oui, si. Ouais, enfin non, après. Si, le truc, c'est de crainte que j'oublie, c'est que... Non, après. Bon, voilà. Ça, c'est une diapo sur ce fameux Emmanuel Lévinas, là, qui fonde justement, pour lui, l'éthique comme attitude existentielle. L'éthique pour Lévinas, c'est pas des protocoles sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est préférable, c'est pas normatif, pour lui, c'est une attitude existentielle dans la relation à autrui. Et en fait, lui,
il va renverser cette relation asymétrique qu'on a vue au départ. Vous vous souvenez, le soignant debout. Et en fait, Lévinas, il dit que la vulnérabilité d'autrui, sa souffrance, a un pouvoir sur moi. Ce pouvoir, c'est ce que Lévinas appelle justement l'appel du visage. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur Lévinas, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tout humain par son existence même, et même par son existence silencieuse, m'appelle à lui donner une réponse. Alors, réponse qui n'est jamais écrite à l'avance. Alors, juste pour dire que le visage, dans la conception de Lévinas, c'est pas juste la figure. En fait, c'est un mot pour dire justement la vulnérabilité d'autrui. Exemple, j'arrive dans le service où je suis bénévole, comme je suis une bonne bénévole, je vais voir les soignants pour leur demander qui il faut passer voir, etc. Ils me disent, bah tiens, il y a madame un tel de la chambre un tel, ça va bientôt être l'heure de son petit thé, puis en plus elle est en forme, si tu peux causer avec elle. Bon, ça c'est le genre de job facile. Donc je me dirige pour lui préparer du thé, et là, par une porte entrouverte, sans que mon regard se dirige. Vous savez, des fois, il y a des trucs qui rentrent dans le champ de notre regard sans qu'on ait voulu, quoi. Et là, je vois juste, sur une table de nuit, j'aperçois une main qui fait comme ça et qui essaye d'attraper quelque chose et qui n'y arrive pas. Ben, Lévinas dirait que cette main, elle fait visage. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais oublier mon thé l'espace de 5 minutes, je vais frapper à cette porte, je vais me présenter, je vais dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Effectivement, c'est tout juste, la personne n'arrive pas à attraper un verre qui est sur sa table. Voilà, la main qui fait visage. Et Lévinas écrit ceci: de par sa vulnérabilité, autrui a sur moi une autorité désarmée mais impérative. Une autorité désarmée mais impérative. C'est-à-dire, en quelque sorte, je ne peux pas me dérober. Enfin, même si j'y vais pas, même si je me dis non mais ça me barbe d'entrer dans cette chambre, je vais faire monter, c'est facile ça. Je vais continuer à y penser, en fait. Je vais être habité par ce truc que j'ai pas fait. Là. Donc si on suit ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dissymétrie de départ, elle est renversée. C'est la vulnérabilité d'autrui qui a un pouvoir sur moi. Donc il y a la vulnérabilité d'autrui qui a un pouvoir sur moi, mais pour faire encore un pas de plus, la reconnaissance de ma propre vulnérabilité peut apporter une nuance à cette asymétrie de départ. Vous voyez le truc? Au départ, il y a le soignant ou l'accompagnant, hein, tout aussi bien, même si le bénévole vient aussi les mains nues, mais il y a ça. Mais si moi je reconnais que je suis aussi vulnérable et que je ne peux pas rester complètement indifférent à ce qui arrive à autrui, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait du jeu. C'est ce que j'appelle apporter de la nuance. C'est simple. Donc la reconnaissance de ma propre vulnérabilité peut apporter une nuance à cette dissymétrie de départ. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si je reconnais ma propre vulnérabilité, ma vulnérabilité en général, mais le fait que je suis exposée à cette existence-là, à l'existence de la personne, ben ça permet de se reconnaître comme semblable. Et pas seulement comme une fonction et un besoin. Ça permet d'entrer en relation de personne à personne et pas seulement de, par exemple, fonction soignante à besoin ou expression d'une souffrance, expression d'une douleur. Autrement dit, ça permet d'introduire dans la relation de soins ou d'accompagnement une forme de réciprocité. Et ça, on va échanger un moment là-dessus. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que
Voilà, quand on est soignant ou accompagnant, on vient pour donner en fait. Pour donner de notre savoir, pour donner de nos compétences, pour agir pour le bien de la personne. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir ? Et je ne parle pas des chocolats que les familles vont donner. Hein, Est-ce qu'on est prêt à recevoir même quelque chose qui peut nous dérouter, qui est inattendu Et je pense que c'est pas toujours... Enfin, sur le principe, j'imagine qu'on est assez d'accord, mais dans la réalité, je constate que c'est pas si évident que ça. J'avais été frappée, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à un moment où peut-être il y avait des nouveaux soignants dans l'unité, il y avait plusieurs soignants qui arrivaient en disant, mais ils ne savaient pas quoi faire du fait qu'un patient leur avait dit « Et vous, comment vous allez ?» Ou bien « Oh, vous avez l'air fatigué aujourd'hui » ou même « Oh, vous avez l'air en forme aujourd'hui ». Il y avait des soignants, ils étaient déroutés. Ils ne savaient pas très bien comment se comporter avec ça. Que faire de situations de réciprocité dans la relation de soins ? Et il y a un autre philosophe, je ne sais pas si j'ai prévu de le citer plus loin, mais qui s'appelle Paul Ricoeur, et ça dit quelque chose à plusieurs d'entre vous. Il a de très belles pages sur la sollicitude. Vous savez, le verbe anglais to care, en français, il faut plusieurs mots pour le traduire. Ça peut être le soin au sens technique, professionnel, mais c'est aussi le soin au sens de l'attention portée à quelqu'un, du souci, de la préoccupation et de la sollicitude. Et Ricoeur, il développe la sollicitude et il la distingue de la pitié et de la commisération. Et ça touche à notre sujet, parce que Ricoeur dit, dans la pitié ou la commisération, il y a toujours un qui a quelque chose et qui va le donner à quelqu'un qui n'a pas. En fait, cette asymétrie de départ, elle est renforcée. Ils disent, dans la sollicitude, justement, ce qui se joue, c'est qu'on n'est pas juste en train de donner, mais qu'on devient capable de recevoir. Ou même, peut-être, qu'on va créer une situation où on va donner à l'autre de donner. C'est-à-dire, on ne va pas l'enfermer dans la situation de recevoir. Vous voyez le truc ? Et du coup, voilà, la relation de soin, elle ne devient pas seulement ce qu'on voyait au premier regard, celui qui est debout, qui a, celui qui est allongé, qui n'a pas. Ça devient la rencontre de deux vulnérabilités, mais qui ne sont pas deux vulnérabilités négatives. C'est deux vulnérabilités qui permettent en fait d'entrer en relation aussi de personne à personne. Pas seulement de personne à personne, parce que chacun garde sa place. Donc, on n'efface pas la fonction soignante. Ça vous va jusqu'à présent. Alors, je fais encore un pas de plus. Je vous annonçais, est-ce qu'on irait jusqu'à parler de cette reconnaissance de sa propre vulnérabilité comme d'une vertu ? Alors, qu'est-ce que j'entends par vertu ? Donc, je me réfère à ce bon vieil Aristote. Je vous avais dit que je vous en citerai quelques-uns quand même. Et alors, Aristote, comment il définit une vertu ? Deux choses. Il dit une vertu, c'est une attitude. Aujourd'hui, peut-être on dirait c'est une attitude éthique. C'est quelque chose qui s'acquiert progressivement. C'est une attitude juste, si vous voulez. C'est une aptitude à faire des choses bonnes qui s'acquiert par exercice, progressivement, et puis aussi en regardant les autres, ceux qui ont une longueur d'avance sur nous. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose qu'il dit, c'est que une vertu, c'est une attitude qui est un juste milieu entre deux extrêmes qu'il faut éviter. Exemple. Aristote nous dit, quelle est la vertu d'un soldat ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un soldat est un bon soldat ? Le courage, exactement. Merci. Et qu'est-ce que c'est le courage ? C'est un juste milieu entre
un excès et un défaut. C'est quoi le défaut de courage? La lâcheté. Qu'est-ce qui fait qu'un soldat lâche ne va pas être un bon soldat? Ben, il va fuir, il ne va pas aller au combat, il ne va pas faire son métier de soldat. Et c'est quoi l'excès de courage? La témérité. Et qu'est-ce qui fait qu'un soldat téméraire ne va pas être un bon soldat? Oui, il va s'exposer, il risque d'exposer sa troupe, enfin, il va faire son métier de soldat, mais d'une façon telle que ça peut se retourner contre lui et contre les autres. Vous voyez, le courage, c'est quelque chose qui est un intermédiaire entre deux extrêmes à éviter. Et alors, mon hypothèse, c'est que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité, comme soignant, comme accompagnant, ce serait une vertu, donc aussi une attitude juste entre deux extrêmes à éviter. Alors, devinette, ce serait quoi les deux extrêmes à éviter où dont la reconnaissance de notre propre vulnérabilité nous préserverait? L'impuissance, d'un côté. C'est pas ça que vous avez dit? Ah oui, ok, c'est après. D'un côté, l'impuissance. Alors, pourquoi est-ce que l'impuissance... l'impuissance, en tout cas, c'est ce qui nous empêche d'agir. C'est ce qui nous fait nous retirer. Alors que la reconnaissance de ma vulnérabilité, ça peut consister à dire là, je sais pas, ou je sais pas faire, mais j'ai une équipe, je vais m'appuyer sur elle. Je sais que, comme bénévole, par exemple, dans notre groupe de parole, on avait une psychologue qui nous encourageait vraiment beaucoup à connaître nos propres limites, à pouvoir reconnaître avec quel type de situation ou quel type de patient on ne pouvait pas. Parce qu'on n'allait pas être dans une juste relation. Et je me souviens, ça m'avait marqué parce qu'elle disait, moi ce que je ne peux pas, c'est accompagner quelqu'un qui est raciste. Enfin, qui va avoir un discours, pas qui est raciste, parce que ça des fois on ne le sait pas, mais qui va avoir un discours raciste. Elle disait, ça je ne peux pas. Et je trouvais ça très intéressant, du coup, d'essayer de reconnaître au fur et à mesure des rencontres avec des patients, quelles étaient les limites, là où je pouvais dire à l'équipe, ce patient-là, je n'irai pas le voir, mais je sais que dans l'équipe, il y en a que ça ne gêne pas et qu'il y en a d'autres qui iront. Et de l'autre côté, la toute-puissance. Alors, la toute-puissance, ça ne nous empêche pas d'agir en général. Au contraire, ça nous fait foncer même. Mais, c'est quoi le mais? C'est que ça nous empêche d'agir de façon ajustée, c'est-à-dire réaliste. Parce que la toute-puissance, en fait, elle est fantasmée, donc elle n'est pas dans le réel. En gros, elle nous met à côté de la plaque. Et donc là aussi, reconnaître que je ne peux pas tout, c'est reconnaître ce que je peux. Et du coup, c'est être réaliste, c'est être dans le réel. Ah j'ai même pas de diapo qui résume ça, ça va pas du tout ça. En fait, je peux m'arrêter là. J'en suis où du temps là? Je Qu'est-ce que vous en pensez de mon hypothèse là, sur la reconnaissance de notre propre vulnérabilité comme quelque chose qui vient nuancer cette asymétrie de départ? Et puis, quand je dis que c'est une vertu, quand je postule que c'est une vertu, c'est pour ça que je m'étonne qu'il y a un truc bizarre. Mais bref. Peut-être avancer vos diapositives. Non, c'est moi qui ai oublié des diapos. Qui les ai pas mises dans le bon ordre. C'est l'idée que... Je sais ce que je me dis. Oui, c'est l'idée qu'en fait, me reconnaître vulnérable, c'est-à-dire ni impuissant ni tout-puissant, c'est ce qui va me permettre d'être dans une relation plus ajustée avec le patient. J'ai l'intuition de ce que je peux pas, mais j'ai aussi l'intuition de ce que je peux. Et quand je dis je, c'est personnellement, mais c'est aussi un jeu collectif, c'est-à-dire c'est aussi en équipe pouvoir se dire à quoi on est vulnérable avec tel patient. Vous savez, par exemple, ce patient, et c'est là, qui du coup demande un temps de soins très très conséquent, et à la fois on le fait très volontiers parce qu'il y a une relation très forte avec ce patient. Et à la fois on est mal, parce que ce temps-là, on a moins de temps pour les patients d'à côté.
Donc, du coup, ça peut créer une tension qui fragile, vulnérabilise. Il paraît que ça se dit vulnérabiliser, bon, moi je ne dis pas tellement, mais qui met en tension l'équipe. Reconnaître aussi en équipe à quoi on est exposé, qu'est-ce qui nous met en tension, ça peut en fait être assez précieux pour renforcer finalement, redonner de la force à une équipe. Bon, alors si j'ai encore un quart d'heure, en fait c'est un autre sujet. Comme vous voulez, après peut-être le débat avec la salle peut... Je vous lance une piste juste. Si, je vous lance la piste parce que dans le contexte actuel d'éventuelle évolution de la loi, n'est-ce pas, peut-être que la réflexion sur la vulnérabilité peut aussi nous aider à trouver une position dans le débat, enfin, nous amener des éléments de réflexion. Autant il y a quelques années, parce que le débat en faveur d'une légalisation du suicide assisté et ou de l'euthanasie, évidemment, il n'est pas nouveau. Il y a une quinzaine d'années, c'était quoi? C'était autour de quelle notion que se faisait le débat? La dignité. Aujourd'hui, c'est la liberté et l'autonomie. Donc, vous voyez, je trouve que la piste que je lance, c'est l'importance d'articuler autonomie et vulnérabilité et pas de les opposer. Je ne sais pas si vous avez repéré en 2016, quand il y a eu avant la loi dite Claes-Leonetti, donc il y avait du débat, et Leonetti, pour qui j'ai vraiment une immense estime, et c'est quelqu'un qui parle très bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, enfin il est vraiment... Mais alors là, il s'est embragué dans un truc où moi ça m'a mise en colère. Il a opposé éthique de l'autonomie et éthique de la vulnérabilité. En gros, pour dire, les gens qui sont du côté de l'éthique de l'autonomie, ils sont pour l'euthanasie, et nous, les soins palliatifs, on est du côté d'une éthique de la vulnérabilité. Mais c'est dommage d'opposer les choses, de tendre finalement une opposition. Si on postule qu'on est tous vulnérables, on a aussi à postuler qu'on a tous une forme d'autonomie, mais une autonomie qui n'est pas absolue, qui n'est pas totale. Ça, c'est le fantasme de toute puissance. Et du coup, réfléchir à l'autonomie et à la vulnérabilité ensemble, là encore, il me semble que c'est ce qui nous met dans le réel, à la fois dans la relation avec les patients, et à la fois pour les à peu près bien portants que nous sommes, quoi. Notre autonomie, notre liberté, elle est toujours prise dans plein de contraintes. Quand la loi dit vérifier auprès du patient son consentement libre et éclairé, on voit bien l'intention, et l'intention, elle est bonne. Mais qui peut s'assurer, déjà soi-même, d'être complètement libre? Vous voyez, c'est juste réaliste de dire qu'on est à la fois autonome et que notre autonomie n'est pas absolue. Donc, là où la piste que je vous lance, pas que je me lance trop, c'est que si vous regardez un peu dans l'histoire de la philosophie, les définitions de l'autonomie, il y a une définition qui va dire l'autonomie, c'est quoi? C'est être vraiment rationnel, c'est être capable de dire comment, c'est agir selon sa raison. Ça, c'est Kant, c'est le XVIIIe siècle, c'est les Lumières. Et puis, il y a une autre définition de l'autonomie qui est plutôt chez les anglo-saxons et qui est toujours très, très d'actualité, c'est de dire l'autonomie, c'est de faire des choix par moi-même et pour moi-même de façon indépendante. Ok, les deux, ils ont un peu raison, quoi. Mais c'est juste qu'à chacun des deux, on a envie de poser une question. À Kant, on va lui dire, ok, c'est super d'être rationnel et de pouvoir argumenter ses choix, mais est-ce que nous sommes purement rationnels? Notre rationalité, elle est aussi traversée et tricotée de plein de choses. Et les anglo-saxons, là, John Stuart Mill, par exemple, si vous voulez, je communiquerai le diaporama, là, parce qu'il y a les références qui viennent après. John Stuart Mill, il dit, voilà, être autonome, nous avons tous intérêt à l'être de plus en plus et nous rendre indépendants des autres. Ok, John. Mais John, cite-moi une seule action humaine qui soit
totalement indépendant de l'existence des autres. Vas-y, John. Alors, quand je joue à ça avec des étudiants en médecine ou en soins infirmiers, la plupart du temps, ils font 2 genres de réponses. Les réponses qui viennent le plus souvent, il y a une réponse qu'ils disent un peu en gloussant, comme ça, c'est aller faire ses besoins. C'est génial comme contre-exemple. Et justement, c'est totalement pris dans quelque chose de culturel et justement dans la pudeur qui est la définition même de la qualité de relation avec autrui. Justement, si on ne fait pas pipi devant tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est en jeu de la présence et de l'existence des autres. Il ne faut pas confondre être tout seul et être indépendant de l'existence des autres. Vous voyez le truc? Alors l'autre chose qu'il dit, c'est quand je vais faire un footing en forêt, je suis tout seul. Oui, tout seul, mais en général, tu as des chaussures, un t-shirt, tout ça, ça a été fabriqué par des gens. Ah oui. Donc voilà, ce que je veux pointer, c'est que l'autonomie telle qu'on en parle beaucoup dans le débat actuel, je pense qu'elle est très prise dans ce fantasme d'indépendance. J'ai quand même dû préparer une conclusion quelque part, ça m'étonne un peu. Ouais, ça fait une conclusion par exemple. Bon, donc de facto, nous sommes interdépendants. Alors après, c'est juste de vouloir se rendre indépendant d'influence ou de contraintes pour faire des choix personnels. C'est juste. Mais c'est autre chose. Vous voyez, là encore, on est sur une question de vertu. Ne pas tomber dans l'extrême de se croire indépendant de l'existence des autres. Et puis, peut-être pour conclure, c'est cette question qu'on pourrait se poser à l'issue de ce parcours sur la vulnérabilité partagée. Donc si la relation de soins, c'est la rencontre, entre autres choses, ça n'est pas que ça, c'est la rencontre de 2 vulnérabilités, on peut aussi se demander de quoi est-ce que le patient, l'autre souffrant, nous rend capable. Voilà, je peux terminer là-dessus et j'ai très envie d'échanger avec vous, là, notamment sur cette affaire de